Aujourd'hui, nous allons étudier une affaire de la fin du 19e siècle. Alors installez-vous pour un voyage aux États-Unis. Marie-Elisabeth Meyer est née en Allemagne en 1842 en pleine période de grands bouleversements politiques et économiques. La pauvreté et l'insécurité alimentaire, aggravées par de mauvaises récoltes et un fléau de la pomme de terre, étaient répandues. Entre 1845 et 1847, l'industrialisation commençait à s'implanter. Mais cela a creusé un fossé entre la classe ouvrière émergente et l'aristocratie, laissant beaucoup d'ouvriers lutter pour survivre. La Confédération germanique, association de 39 États dominés par des monarchies conservatrices, résistait aux réformes libérales, à l'unification nationale et à une participation démocratique accrue. Les mouvements intellectuels prônant la gouvernance constitutionnelle et les libertés civiles prenaient de l'ampleur, mais leurs idées étaient réprimées par une censure stricte, la répression politique et le contrôle de l'État. Ces pressions ont abouti aux révolutions de 1848 où des soulèvements ont éclaté en Europe pour exiger un soulagement économique, des réformes et l'unité nationale. Lorsque ces révolutions ont échoué, de nombreux Allemands, en particulier ceux qui voulaient fuir les difficultés économiques persistantes, ont émigré aux États-Unis. Ils cherchaient de meilleures opportunités pour reconstruire leur vie et offrir un avenir stable à leur famille. L'abondance de terres, les emplois industriels et la possibilité de fuir les troubles de leur pays ont attiré de nombreuses familles allemandes en Amérique. Durant cette période agitée, les parents de Marie ont choisi de traverser l'Atlantique pour débuter une nouvelle vie aux États-Unis. Ils se sont installés dans le Midwest, une région qui accueillait les immigrants allemands pour leur expertise agricole et leur solide éthique de travail. La vie des immigrants était difficile. Ils affrontaient barrières linguistiques, adaptation culturelle, et la difficulté de bâtir une vie dans un pays inconnu. Malgré ces défis, Marie a grandi dans un milieu marqué par la persévérance, le travail et la résilience. Peu d'informations existent sur la vie de Marie à son arrivée en Amérique. On peut supposer qu'elle aurait reçu une certaine éducation, comme la plupart des enfants immigrés allemands du Midwest dans les années 1850. Les immigrants allemands fondaient fréquemment leurs propres écoles, surtout dans les régions à forte population allemande. Ces écoles enseignaient souvent l'allemand et l'anglais. Elles comportaient souvent un enseignement religieux, montrant le lien entre éducation et vie religieuse dans ces communautés. Dans les zones rurales, où les enfants devaient souvent partager école et travail à la ferme, les immigrants allemands défendaient fortement une éducation de qualité. Marie a épousé un jeune homme ayant aussi émigré d'Allemagne vers l'Ohio. Il a servi dans l'armée de l'Union durant la guerre de sécession, mais a disparu en service et a été présumé mort. Sa perte soudaine l'a laissé veuve à un jeune âge, un coup dévastateur qui l'a profondément affecté au 19e siècle. Il était souvent difficile pour les veuves de se remarier, car les attentes sociales et les opportunités limitées rendaient compliqué pour les femmes de trouver de nouveaux partenaires. Surtout après une telle perte. Finalement, elle s'est remariée. Son second mari, Charles Bach, était aussi un immigrant allemand venu aux États-Unis, comme la famille de Marie, pour de meilleures opportunités. Charles, né en 1823, avait 19 ans de plus que Marie. Ensemble, ils se sont installés dans le comté de Wood, Ohio, réputé pour ses terres fertiles et sa communauté germano-américaine croissante. Ils ont eu 3 enfants, Charles Jr., 1868, Marie, 1871, et Catherine, 1875. La famille a d'abord prospéré dans le comté de Wood. La ferme assurait un revenu stable et ils sont devenus une partie intégrante de la communauté locale. Cependant, leur prospérité fut de courte durée. La panique de 1873, crise financière nationale, a causé de nombreuses faillites, des fermetures de banques et un fort chômage. Le ralentissement économique a frappé de nombreuses personnes, rendant plus difficile le maintien de leur ferme et de leur stabilité financière. La crise a clairement montré cela. La relation entre Marie et Charles se détériorait, car ils peinaient à gérer le stress des dettes et d'un avenir incertain. Sous la pression financière, le comportement de Charles changea. Le stress de leur situation financière déclinante affectait son humeur, le rendant plus imprévisible et violent envers Marie. La violence domestique, malheureusement, était un problème courant au XIXe siècle, mais elle était rarement reconnue ou discutée ouvertement. Les normes sociales de l'époque attendaient des femmes qu'elles endurent ces mauvais traitements en silence,
la discorde conjugale étant souvent attribuée à l'épouse. Marie ne supportait pas la douleur en silence. Elle avait aidé au succès financier de la ferme et investi son argent pour son achat, ce qui lui assurait une position légale dans le mariage. Quand Charles a voulu vendre la propriété pour soulager leurs finances, Marie a refusé, craignant qu'ils partent avec l'argent. Et comme la loi dans l'Ohio stipulait que le mari et la femme devaient tous deux signer pour la vente de la propriété, elle était tout à fait dans son droit de refuser son accord. Cela l'a furieux, ne voyant aucune autre issue. Face à ce refus, il a intensifié la violence pour la contraindre à se soumettre. Son tempérament est devenu imprévisible et ses menaces plus fréquentes et graves. Charles a menacé Mary à plusieurs reprises, des voisins témoignant parfois de ses colères inquiétantes. Malgré la peur et l'isolement liés à la stigmatisation de la violence domestique, Mary a pris la décision courageuse de signaler les menaces de son mari aux autorités locales. C'était une démarche rare et courageuse pour une femme comme elle. Comme le système judiciaire de l'époque ignorait ou minimisait souvent les cas de violence domestique, les agresseurs n'étaient souvent pas tenus responsables de leurs actes, et les femmes étaient laissées à elles-mêmes. La prise de parole de Marie défiait rarement les normes de l'époque. Charles a été arrêté et détenu 18 jours, apportant à Marie un bref soulagement, mais ce n'était qu'un répit temporaire. Le système judiciaire ne la protégeait pas. On attendait des femmes qu'elles supportent les abus sans se plaindre. Après sa libération, Marie a déposé un mandat contre Charles, lui interdisant de revenir chez eux. Cependant, cela eut peu d'effet. Charles tenta alors de reprendre le contrôle de sa famille, mais Marie était déterminée à protéger ses enfants et elle-même. Elle l'a donc enfermé dehors, le forçant à dormir sur le porche ou dans la grange. Le 31 septembre 1881, elle a demandé le divorce. Une décision audacieuse et difficile socialement et légalement pour les femmes aux États-Unis dans les années 1880. Charles a persisté à vouloir entrer dans la maison et à se disputer avec Marie. À 5 heures du matin, mardi 11 octobre 1881, Charles Bach est arrivé chez son voisin. Monsieur Hines a calmement annoncé avoir tué sa femme, sans émotion apparente. Il a confié ses 3 enfants à Monsieur Hines avant d'annoncer son départ pour Bowling Green, afin de se livrer aux autorités. Horrifié par l'aveu, Monsieur Hines a aussitôt prévenu ses voisins, et la nouvelle du meurtre s'est vite propagée. Des hommes du coin se sont rassemblés pour enquêter eux-mêmes sur place. Lorsqu'ils sont arrivés à la résidence Bach, ils ont trouvé la porte d'entrée verrouillée, mais ont réussi à entrer par l'arrière de la maison. À l'intérieur, ils ont découvert une scène horrible. Le corps de Marie gisait au sol, partiellement couvert de draps ensanglantés. La pièce montrait des signes évidents de lutte, du sang couvrait murs et plafonds. Une fois le drap retiré, la brutalité est devenue évidente. Marie avait subi des blessures mortelles à la tête et au haut du corps, et sa main droite était gravement endommagée. 3 doigts reposaient à proximité. En fouillant dehors, les hommes ont trouvé une coupe maïs à lame lourde et tranchante jetée dans les herbes. À 100 mètres de la maison, elle était couverte de sang et de cheveux, preuve de l'acte macabre. La communauté a été bouleversée par le meurtre. Charles Bach avait été violent avec sa femme, et Marie avait signalé des craintes pour sa sécurité après sa libération. Peu auraient anticipé une issue aussi tragique. Après la reddition de M. Bach à Bowling Green, d'autres détails troublants du crime ont émergé. On pense que les doigts de Marie ont été sectionnés alors qu'elle se défendait vaillamment contre son agresseur, soulignant la brutalité de l'attaque. Son destin tragique rappelle brutalement les dures réalités des femmes en relation abusive. À une époque où les protections juridiques et le soutien aux victimes étaient quasi inexistants. L'affaire a révélé l'urgence d'une meilleure sensibilisation et d'un changement dans la gestion de la violence domestique. Marie a été inhumée le lendemain au cimetière catholique de Custer et Charles Bach arrêté puis inculpé pour meurtre. Le procès de Charles Bach débute en février 1882 et attire aussitôt l'attention du public et de la presse. L'affaire se distinguait par sa brutalité et les questions sociales soulevées, notamment la violence domestique et le traitement des femmes par la justice. Le tribunal a appris que cela durait depuis plus de 10 ans. Charles Bach, sa femme Marie et leurs 3 enfants vivaient dans une ferme à 22 km au nord de Weston, dans le comté de Wood, au nord-ouest de l'Ohio.
Leur vie semblait paisible jusqu'à l'apparition de différents débuts 1881. Il a été affirmé que Charles voulait vendre la ferme pour se libérer de ses problèmes financiers, puis partir vers l'ouest. Cependant, sa femme Marie tenait à rester dans l'Ohio et à refuser la vente. On disait qu'après sa libération, le couple avait accepté de se séparer, Marie restant dans la maison et son mari conservant les autres biens. Cependant, malgré cet arrangement, Charles a continué à vivre sporadiquement sur la propriété, dormant souvent sur la véranda arrière avec la permission réticente de Marie. Parmi les témoins figurait le fils de Charles et Marie, âgé de 14 ans nommé Charles Junior. Il a informé le tribunal que le lundi 10 octobre 1881, lui et son père avaient passé la journée à Weston. Plus tard, ils ont erré dans Milton Centre, puis sont revenus à la ferme. Plus tard, il a dit qu'après le souper, son père était entré chez sa mère et s'était disputé avec elle à propos de vêtements. Il a ajouté que sa mère avait menacé de faire arrêter son père, ce qui l'a mis soudainement en colère. D'une voix tremblante, il a dit que son père avait alors tiré sa mère du lit et l'avait attaquée avec un coupe-maïs. Il a ajouté qu'il n'a rien vu d'autre car il s'est replié dans une autre pièce. La cour s'est tue quand Charles Junior a affirmé que son père lui avait avoué avoir tué sa mère en sortant. Monsieur Hines a aussi témoigné. Il a expliqué à la cour que l'accusé lui avait demandé de garder les enfants plus tôt le mardi 11 octobre car il venait de tuer leur mère. Monsieur Hines a ajouté que Monsieur Bach lui avait dit qu'il se rendrait aux autorités à Bowling Green. Au cours du procès, l'équipe de défense de Charles a tenté de justifier ses actes en présentant Mary comme une épouse négligente qui avait failli à ses devoirs domestiques. Ils ont affirmé que ces manquements d'épouse avaient rendu l'environnement instable, poussant Charles à bout. Cette stratégie montrait les attitudes dominantes envers le mariage, où les femmes étaient souvent jugées responsables des conflits. Leurs valeurs dépendaient de leur conformité au rôle d'épouse, obéissante et de mères attentionnées. Charles a témoigné pendant la procédure et a utilisé un langage dégradant pour diffamer Marie. Il l'a traitée d'animal paresseux à la langue bien pendue, essayant de la rendre responsable des problèmes de leur mariage. Son témoignage était soigneusement élaboré pour rejeter la responsabilité sur Marie, la présentant comme l'antagoniste dans leur relation difficile. En la montrant si négativement, Charles voulait justifier ses actes et détourner l'attention de sa responsabilité dans la violence. La défense de Charles a aussi affirmé qu'il s'agissait d'un accident et qu'il voulait seulement blesser sa femme, pas la tuer. Malgré ses efforts, le jury n'a pas été convaincu. Charles a été jugé coupable de meurtre et condamné à la pendaison. Cependant, il y avait eu un problème lors du processus de sélection du jury, ce qui a entraîné un nouveau procès. Le second procès, en juin 1881, a donné le même verdict. Charles a encore été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à mort. Sa défense a fait appel du verdict et de la sentence devant la Cour suprême. Pendant qu'il attendait le résultat, Charles restait dans sa cellule, de plus en plus agité par la curiosité des autres. Des inconnus l'observaient comme un spectacle morbide et lui posaient des questions stupides sur ses sentiments ou son avis sur son sort. Au début, il tolérait ces intrusions, mais avec le temps, sa patience s'est émoussée. Il refusait d'être vu et se réfugiait dans sa cellule dès qu'on l'approchait, se couvrant de ses couvertures pour se protéger des regards. Charles trouvait du réconfort dans sa Bible allemande et passait beaucoup de temps à s'y plonger, comme s'il cherchait rédemption ou paix. Il a également été dit qu'il pleurait parfois, en particulier lorsqu'il parlait de ses enfants ou se confiait à des connaissances au sujet de l'inévitabilité de son destin. À l'approche de la date de son exécution, son appétit diminuait, et bien qu'il parvint à dormir, le poids de sa situation avait visiblement laissé des traces. Pourtant, au milieu de toute sa tristesse, une chose ressortait, il ne montrait aucun remords pour son crime. Il n'y avait aucune trace de culpabilité ou de regret pour le meurtre de son épouse. Au contraire, il ne montrait que de l'amertume envers sa mémoire, une rancœur froide et inflexible devenue sa marque. Charles Bach fut pendu le 12 octobre 1882 et plus tard enterré à Perrysburg. 3 médecins du comté de Wood ont tenté d'exhumer son corps, dans un étrange rebondissement. Près du cercueil, les autorités sont intervenues et les 3 hommes ont fui pour éviter l'arrestation. Le meurtre de Marie-Elizabeth Bach et son procès ont marqué durablement la communauté. Dans l'immédiat après, l'attention du public et des médias s'est concentrée sur Charles et le traumatisme vécu par les enfants du couple, éclipsant la vie et la souffrance de Marie.
Certains récits vont même jusqu'à blâmer Marie pour son propre meurtre, invoquant son refus de se conformer au rôle traditionnel d'épouse, comme une provocation. Les historiens ont réexaminé l'affaire pour souligner la violence domestique et les normes qui perpétuaient la culpabilisation des victimes. Les artefacts liés au meurtre de Marie, dont ses doigts sectionnés, ont été exposés au palais de justice du comté de Wood, avant d'être transférés au musée du comté de Wood. Avec le temps, ces objets ont suscité des débats éthiques sur l'exposition de restes humains. Les critiques estiment que ces expositions peuvent être exploiteuses, réduisant les personnes à des objets de curiosité plutôt que d'honorer leur humanité. En 2020, le musée a travaillé avec le Cocoon, groupe de défense contre la violence domestique, pour repenser ces expositions. La présentation mise à jour humanise Marie et sensibilise à la violence domestique. Les visiteurs peuvent décider de voir ou non le bocal avec les doigts de Marie, conservé sous une boîte étiquetée. L'histoire de Marie-Élisabeth Bache illustre résilience, tragédie et injustice. Sa vie et sa mort illustrent les défis des femmes au XIXe siècle, surtout celles opposées aux abus. L'affaire rappelle également les défaillances qui ont permis à la violence domestique de persister sans contrôle, à travers des discussions continues. En partageant son histoire, l'héritage de Marie inspire encore la lutte contre la violence domestique et promeut la justice pour les victimes. Sa vie, malgré les épreuves, témoigne de la force et du courage des femmes qui refusent le silence. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous pour le prochain Briefcase.